On est très connu en France. Oui. C'est vrai? C'est vrai? Votre notion du journalisme télévisé. C'est juste la question, c'est porte-parole à des produits politiques. Tu veux ton pied? Je pourrais peut-être te soigner rapidement. Bon, alors, Oui. On est pas Oui. Il y a moyen de la boulette. Vous avez resté avec moi. Ça va un beau de tête, là. On vous a demandé, vous écartez, on laisse la place aux... Regardez les caméras. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, et puis à tous les Français qui nous regardent, c'est à l'appel du collectif Marchons Enfants que nous sommes ici rassemblés. Ce collectif a pris pour triptyque, vous le savez, liberté, égalité, paternité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fraternité sans paternité, sans maternité. Ça paraît être une évidence, mais il nous semblait important de le rappeler aujourd'hui. C'est à l'appel de plus de 25 associations qui se sont regroupées et dont certaines vont parler dans un instant, que nous sommes ici. Nous le sommes rassemblés parce qu'il y a un projet de loi, comme vous le savez, qui a été déposé au Parlement par le gouvernement, projet de loi relatif à la bioéthique.
et parce que ce projet de loi comporte des dispositions qui ne nous semblent pas propices à assurer un avenir social et humain convenable pour les générations futures, que nous avons décidé de nous regrouper pour porter ensemble un même message d'alerte. Je vais donner la parole pour commencer à Madame Blanche Streb, qui va parler pour l'association Alliance Vita. Blanche, c'est à vous. Nous contestons aujourd'hui ce projet de loi qui était déjà une peau de chagrin bioéthique et qui est devenu une sorte d'immense lieu, un guet-apens de toutes les revendications les plus outrancières. Il y a dans ce projet de loi le risque de nous faire sombrer dans la marchandisation du corps, dans une forme de droit opposable à l'enfant. Et il y a d'immenses transgressions autour du respect de la dignité et de la dignité de l'espèce humaine, puisque nous pourrons modifier le génome des embryons humains, nous pourrons fabriquer des embryons chimères, mi-animal, mi-homme, et finalement, toutes ces transgressions sont dangereuses pour notre pays, sont dangereuses pour les générations qui nous suivent, dont nous sommes déjà responsables. C'est pas du tout à l'étude par le Parlement la transgression entre l'animal et l'homme. C'est pas du tout. Bien sûr que si, madame, les chimères ont été autorisées dans ce projet de loi. Il est autorisé d'introduire des cellules embryonnaires humaines dans des embryons animaux et d'aller, grâce à un amendement de Philippe Berta, le rapporteur, jusqu'à la naissance de petits qui porteront des cellules qui auront été fabriquées au niveau embryonnaire avec des cellules humaines. L'objectif tapis derrière, qui est une immense utopie, est de faire grandir des organes humains dans des animaux. L'intention peut être louable puisque nous manquons de greffons, mais on est en train de faire des expériences d'apprentis sorciers qui mettent en péril la frontière entre l'homme et l'animal. Et nous contestons fortement. Pensez-vous pouvoir mobiliser comme en 2013? On est loin de l'affluence de 2013. Si vous voulez là-dessus une réponse, ce sera plutôt à l'issue des prises de parole des associations que j'ai invitées à me rejoindre. Blanche, avez-vous terminé ce que vous vouliez présenter? Je vous en remercie. Nous allons donner la parole à Olivia Sarton, des juristes pour l'enfance. Pardon, Olivia. C'est à vous d'expliquer vos arguments. Oui, nous, en tant qu'association de juristes, nous dénonçons l'inégalité et l'injustice que cette loi va créer au niveau des droits de l'enfant. Cette inégalité et ces injustices vont se décupler en plusieurs exemplaires, aussi bien pour les enfants. Vous allez avoir des enfants qui vont être légalement privés de père, vous allez avoir des enfants qui vont être légalement privés de double filiation. Nous avons chacun une double filiation. Demain, avec la PMA proposée aux femmes seules, nous allons avoir des enfants qui légalement vont être privés de double filiation. Nous allons avoir aussi des situations d'insécurité qui vont être créées, puisque par exemple les donneurs à qui on promet aujourd'hui qu'il n'y aura aucune action contre eux vont dans 20 ans se retrouver avec des enfants qui vont leur demander de rendre compte du don qui a été fait et de l'absence de filiation pour certains. Par ailleurs, on estime que ce projet de loi va remettre en cause tout le droit de la filiation aujourd'hui, puisque on veut nous faire passer d'une parenté biologique aujourd'hui à une parenté d'intention, ce qui fait que demain, l'action en paternité qui est aujourd'hui ouverte pour les femmes qui se retrouvent mères d'un enfant dont l'homme ne veut plus assumer la paternité, demain cette action en paternité va être remise en cause, puisque les hommes pourront revendiquer ne pas vouloir avoir souhaité être père, mais avoir juste voulu avoir des relations sexuelles récréatives, comme nous le dit Marlène Schiappa. Quand on sait qu'un quart des enfants en France, selon une étude de l'INSEE en 2017, vivent déjà avec un seul parent, est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que votre combat il n'a pas de fondement? Alors d'abord, 70% des enfants vivent avec leur père et mère. Deuxièmement, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est devant des situations qui ont été créées qu'il faut que la loi les institutionnalise et leur donne un fondement juridique. Il y a une différence fondamentale entre accueillir des situations et essayer d'y remédier et les institutionnaliser. Quand vous parlez d'inégalité qui va être créée, vous pensez à quoi? L'inégalité entre des enfants qui pourront avoir un père, ceux qui ne pourront pas en avoir, ceux qui auront une seule filiation, ceux qui auront double filiation. Pour vivre aujourd'hui, chacun de nous doit s'inscrire dans le passé pour pouvoir aller vers son futur. Demain, pour certains enfants, ça ne sera pas possible. Selon les sondages d'opinion, 2/3 des Français sont favorables à la PMA. Est-ce que vous n'êtes pas contre le vent de l'opinion? Et sauf que pour ces mêmes Français, si j'ai bien compris, 80% d'entre eux estiment que ce serait vraiment bien si les enfants pouvaient avoir connaissance de leur père et de leur mère et d'être élevés par eux. C'est aussi ce que j'ai cru lire.
Donc ensuite, je crois qu'on ne va pas se lancer un débat de sondage. On est là pour écouter des arguments et je vous remercie d'écouter à présent. C'est monsieur Patrice Aubert d'un think tank qui s'intitule Les Poissons Roses. Est-ce que vous pouvez apporter un peu Bonjour. Donc, à travers les Poissons Roses, c'est la gauche humaniste, la gauche républicaine, universelle, qui est présente dans cette manifestation. Nous dénonçons la marchandisation du corps humain qui va inévitablement découler du manque de gamètes. Je vous rappelle que nous avons lancé début juillet un appel national aux parlementaires et ministres hommes de 18 à 45 ans pour qu'ils soient exemplaires et responsables en donnant eux-mêmes des gamètes. Nous dénonçons également le retour inévitable de l'esclavagisme. Le corps, le collectif pour le respect de la personne, comme vous le savez, s'associe depuis 2 jours, depuis hier, à cette démarche, compte tenu de l'amendement hallucinant qui a été voté au Parlement. Je rappelle que l'esclavage a été aboli en France en 1848. Enfin, nous revendiquons une écologie intégrale. Alors où tout le monde se prétend écologiste, on voit bien qu'on ne veut pas travailler sur les pesticides, les OGM, et on organise la manipulation du génome de l'homme et de la femme. Donc, non à la marchandisation du corps humain, non à la dérive vers l'esclavagisme, pour une écologie intégrale. Quand vous parlez de marchandisation du corps humain, pour que je comprenne bien, c'est la marchandisation du don de sperme? Oui, absolument. On sait Mais trop c'est déjà peu. le cas pour les couples, par exemple, hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants. La marchandisation, actuellement, il y a un don de sperme. On sait peu qu'il y a 363 donneurs de sperme en France, 26 en Belgique. Que les femmes qui vont en Belgique ou en Espagne pour avoir une PMA, en fait, utilisent du sperme qui vient du Danemark. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a en plus un danger d'eugénisme qui se profile à travers ces grands Danois aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Et donc pour augmenter le nombre de donneurs, et d'ailleurs ça a été évoqué dans les débats parlementaires, on voit bien qu'on va aller vers une rémunération des donneurs. Et donc nous disons non. Merci monsieur Aubert. Je vais donner la parole à Pascale Morinière, docteur Pascale Morinière, qui est présidente de l'association des familiales catholiques. C'est à vous. Alors, au nom des associations familiales catholiques, nous voulons dénoncer un hold-up sur la filiation et sur la procréation. Les Français n'ont pas élu leurs représentants pour opérer une révolution de la filiation, comme l'a dit Madame Belloubet. Nous avons donc 4 demandes à faire. Nous voulons dénoncer 4 demandes. Premièrement, un moratoire sur cette loi. Deuxièmement, que le principe de précaution s'applique à la filiation et à la procréation humaine. Troisièmement, qu'on lance un grand plan de lutte contre l'infertilité et pour promouvoir la fécondité. Et dernièrement, une abolition générale dans le monde entier de la GPA et de toute marchandisation de l'homme. Merci beaucoup Pascal. Nous donnons la parole maintenant à Albéric et puis Ludovine. C'est Ludovine et Albéric. Allez. De la manif pour Est-ce que vous pouvez vous avancer. On va s'écarter un petit peu si vous voulez. Bonjour à tous. Alors je pense que beaucoup de choses ont été dites, donc je vais être plus que rapide. Depuis maintenant presque 2 ans, il y a eu des tentatives de dialogue, mais qui n'ont jamais abouti puisque aucune réponse n'a été apportée aux questions, aux conséquences, aux implications que nous avons évoquées pour ce qui concerne la PMA sans père et bien sûr la GPA et les autres questions de ce projet de loi de bioéthique. Il y a eu, vous le savez, des états généraux de la bioéthique qui ont été longs, qui ont été un succès particulièrement grand et le président du CCNE s'en est réjoui, s'en est félicité. À l'issue de ces états généraux de la bioéthique, il a déclaré qu'il n'y avait pas consensus. Or, le consensus était la condition posée par Emmanuel Macron pour éventuellement aller vers la légalisation de la PMA sans père. Les résultats des états généraux de la bioéthique non seulement n'étaient pas un consensus, mais même a exprimé, a montré le souhait largement majoritaire d'un maintien de l'encadrement de la procréation médicalement assistée. Les résultats de ces états généraux de la bioéthique qui est une consultation publique, légale, nationale, officielle, sont piétinés puisque malgré cela, le gouvernement et Emmanuel Macron ont décidé d'aller vers la PMA sans père. Il y a eu ensuite un certain nombre d'auditions, de rendez-vous avec des institutions, de prise de parole, d'associations, de scientifiques, de médecins, de philosophes et de juristes. Aucune prise en compte
sur aucun des points n'a été faite. Eh bien, à un moment donné, il ne reste plus qu'une seule chose pour être entendu, pour faire valoir que l'enfant doit bien entendu être respecté. Il est le premier concerné par la PMA. Le fait de priver un enfant volontairement de père pose évidemment problème. Et ce projet de loi, et ça a été dit certainement avant moi, pose bien d'autres questions. Il n'y a eu aucune réponse, c'est la raison pour laquelle nous avons finalement, avec une vingtaine d'associations, tous ensemble donné rendez-vous dans la rue aujourd'hui. Mais ça n'est certainement pas trop tard parce que le processus n'en est qu'à son tout début. Il va durer de longs mois, vous le savez, première lecture à l'Assemblée nationale, puis première lecture au Sénat, puis deuxième lecture à l'Assemblée nationale, etc. Agnès Buzyn a pour objectif que la loi soit votée à l'été 2020. Autrement dit, nous n'en sommes qu'au tout début. C'est un choix idéologique, un choix politique, et en politique, rien n'est jamais joué d'avance, rien n'est inéluctable, et nous devons, nous, peuple français, arriver à nous faire entendre et à faire respecter la justice pour l'enfant, à faire respecter la finalité de la médecine, à faire respecter tous nos concitoyens qui cotisent pour la sécurité sociale, à faire respecter que les éléments du corps humain ne peuvent être achetés ni vendus et que la France ne pourrait pas rentrer dans ce dispositif-là que connaissent tous les pays sans exception qui ont étendu la PMA. Comment vous pensez pouvoir mobiliser, alors même que selon les sondages d'opinion, 66% des Français par exemple sont pour l'ouverture de la PMA pour toutes, c'est-à-dire les femmes célibataires, et 65% pour les couples de femmes? Alors je suis très heureuse d'avoir cette question, et je le souligne, il faut prendre l'ensemble des études d'opinion. Elle montre que quand c'est la question de l'enfant qui est posée, qui est le premier concerné par la PMA avant même les adultes, et bien là, sondage IFOP notamment, 83% des Français estiment que l'enfant né par PMA a le droit d'avoir un père et une mère. Parce que oui, ça peut paraître extraordinaire à certains, mais l'enfant né par PMA a les mêmes droits que tous les enfants. Et tous ici, vous avez un père et une mère, tous nous avons un père et une mère. Et imaginez que la République française pourrait volontairement, délibérément faire des enfants orphelins de père. Quelle injustice et quelle aberration. Rappelez-vous, depuis 1917, la République française protège tout particulièrement les pupilles de la nation. Qui sont-ils? Ils sont des orphelins de père. Et là, on va arriver en 2020 et la République envisage, au contraire, de faire exprès, volontairement, de priver des enfants de père. Mais quelle aberration! Le progrès et la modernité, ce n'est pas de faire des orphelins, c'est au contraire de défendre le plus faible et le plus vulnérable. Aujourd'hui, de la nation, c'est un cas très particulier. Eh bien, il a déjà commencé le succès de la journée à vous voir tous. Alors, il y a deux éléments extrêmement importants. D'abord, cette manifestation et le lancement public et dans la rue de l'expression de notre souhait de protéger les enfants. C'est une première manifestation, c'est un avertissement, pouvait-on dire. Et d'autre part, on verra l'ampleur plus ou moins importante, nous verrons aussi le caractère constructif, serein, paisible et pacifique. C'est une manifestation à caractère familial, pour la famille, avec les familles. Et nous verrons enfin ce que sera la réponse du gouvernement, la réponse d'Emmanuel Macron. Ouvrira-t-il un dialogue ou restera-t-il à la Hollande dans le mépris et le déni? Nous avons noté ce matin que Édouard Philippe, dans le journal du dimanche, évoque une actualité importante pour notre pays. Il n'y a pas un seul mot sur le projet de loi de bioéthique. Comme s'il était soit mal à l'aise, soit au contraire, il n'envisage pas d'ouvrir enfin un dialogue et de prendre en compte ce que nous disons. Nous verrons donc tout le long de cette journée et puis dans les jours qui viennent quel sera le bilan. Parce que vous posez la question de succès ou pas. Votre objectif, c'est la conjoncture. Notre objectif, c'est le retrait de la PMA sans père et c'est un moratoire sur la loi de bioéthique. Humainement parlant, elle nous emmène en fait de manière très évidente, quand on regarde et quand on prend le temps de tout lire, vers une sorte non pas de meilleur des mondes, l'expression de M. Huxley est encore pour elle, mais vers une sorte de pire des mondes. Et nous sommes ici pour les générations à venir, pas pour nous-mêmes, pas par notre vie personnelle, pour le monde que nous voulons pour demain, pour les générations à venir. Vous parlez des génies,
Bah ouais, mais... On parlait de filiation sans père, est-ce qu'on n'avait pas l'impression de jouer sur les peurs? C'est d'ailleurs ce que vous reprochez vos détracteurs. Oui, depuis 2012, on nous dit vous jouez sur les peurs. Alors le mariage de 2 hommes ou de 2 femmes, dire qu'il y aura après la PMA sans père et la GPA, vous jouez sur les peurs. Pardonnez-moi, le fait est que c'est ce qui se passe. Alors pour ce qui est de la question que vous évoquez, parce que ce sera le terme que j'ai employé, il est un fait que tous les pays qui ont établi la PMA, n'ayant pas suffisamment de temps, et c'est notre cas en France, se sont mis soit à payer les hommes, soit à acheter aux pays qui payent les hommes. Parce qu'en l'occurrence, les femmes, ça les couples de femmes, a priori, rappelons-le, sont fécondes, elles veulent le retour de la médecine, mais elles sont fécondes. Or, elles auront toutes besoin d'un temps de sperme. Il n'y en a pas assez. Et c'est pour cela que, comme les autres pays, cela veut dire que soit on paiera les hommes, je ne pense pas que la France le fera, soit, et ça c'est le risque, et c'est plus que le risque, c'est inévitable, on se mettra à acheter des gamètes aux pays qui payent les hommes. C'est la marchandisation humaine. Et qui dit payer dit choisir. Qui dit payer dit catalogue. Qui dit payer dit moi je veux un enfant. Bien sûr que c'est compréhensible. Et puis après c'est logiquement et je veux un enfant comme je veux. Et c'est tout le problème de ce dans quoi nous rentrons en faisant de la médecine une prestation de service. Allez regarder sur Prios International. Je vous invite à aller regarder les banques de sperme en ligne et vous verrez qu'on paye plus ou moins cher. C'est une bourse, sans mauvais jeu de mots. C'est une bourse, on paye plus ou moins cher selon le profil psychologique, le profil physique, le parcours, le CV de celui qui propose son sperme. C'est cela ce qui est devant nous, non pas après-demain et dans longtemps, aujourd'hui même. Et j'ai entendu aussi indéfiniment depuis des mois et nous l'avons tous entendu, la GPA n'a rien à voir avec la PMA sans père. Et évidemment, les deux sujets sont devant nous sur la table. La GPA n'est pas dans le projet de loi. Alors, elle est dans le projet de loi, madame, depuis quelques jours, à travers un amendement qui a été voté, qui a été proposé par le rapporteur du projet de loi, lui-même, Jean-Louis Touraine. Pour le moment que je sache, à ce jour, cet amendement GPA a été intégré. Il consiste à reconnaître dans les faits une gestation pour autrui dès lors qu'elle a été faite à l'étranger. Il a dit qu'il y aurait un deuxième délibéré, mais à ce jour, au moment où nous nous parlons, c'est dans le texte. Mais ce que ça veut dire, c'est que de toute façon, nous savons tous que, par exemple, Édouard Philippe, il y a 2 ans, était contre la PMA sans père. Aujourd'hui, il a réfléchi et il est pour. Et puis, il nous dit qu'il est contre la GPA. Mais dans 2 ans, il sera pour la GPA. On a le droit de changer d'avis. Et si il a le droit de changer d'avis. Et donc, ne soyons pas naïfs, et les Français ne sont pas naïfs et ne sont pas dupes. Si l'enfant est un dû pour les femmes, eh bien évidemment, demain, on dira qu'il est un dû pour les hommes. Alors vous allez me dire, mais il y a l'exploitation de la femme. Et vous avez bien raison. Sauf que si aujourd'hui, on en est à nier le fait qu'un père est important dans la vie d'un enfant, d'un ado, d'un jeune, de toute personne, demain, on dira, comme certains le disent déjà, mais être mère porteuse, une femme se sent utile et elle peut s'épanouir en étant mère porteuse quand on est dans le déni du réel et qu'on piétine ce qu'il peut y avoir de profondément humain et ce que les plus vulnérables ne sont pas en mesure de dire. Vous savez, ne vous inquiétez pas, il est évident que ça ira dans ce sens-là. Et d'ailleurs, un certain nombre de ministres et de députés sont favorables à la gestation pour autrui. Le sujet est d'ores et déjà sur la table. C'est tout simple. Merci beaucoup Ludovine d'être intervenue. Juste pour terminer cette conférence de presse, vous donnez aussi les avis concernant le collectif des mères pour l'enfance, puisque ce collectif rassemble, vous savez, les mères qui sont préoccupées et qui se sentent interpellées par le projet de loi. En quoi est-ce que nous sommes concernés? Je le rappelle, nous sommes officiers d'état civil. Et c'est nous qui, à un moment donné ou à un autre, devons signer, valider, si je puis dire, les actes de naissance des enfants. Il nous semble très intéressant d'observer que dans le projet de loi, l'article 4 commence par ces mots. Le Code civil est ainsi modifié. Il ne s'agit donc pas simplement d'un projet de loi de bioéthique, mais également d'un projet de loi qui se veut modifier le Code civil. Et c'est là que nous nous sentons directement concernés. En quoi cette modification est-elle préoccupante? D'abord parce que, comme vous le savez, elle propose que demain, des femmes seules puissent accéder à la procréation médicalement assistée. Toutes les études que nous avons menées, en matière notamment de paupérisation, montrent qu'il y a une corrélation entre ce qu'on appelle la monoparentalité et la pauvreté. Nous ne voulons pas qu'à un moment donné, une partie de notre population soit un peu plus fragilisée, ou ne nous voulons pas créer de la fragilité. Première observation. La deuxième, elle concerne l'article 212 du Code civil. Vous savez que quand les mères marient, il rappelle que les époux se doivent mutuellement respect,
fidélité, secours et assistance. Or, nous avons été surpris de constater que dans le projet de loi, il est prévu que des personnes mariées n'informent pas nécessairement leur conjoint d'un don de gamètes. Eh bien, voilà quelque chose qui nous interpelle particulièrement. Et excusez le côté un peu trivial de ma remarque, je trouve ça curieux que la loi demain se permette d'autoriser dans un couple à ce que l'un de ses membres fasse un petit dans le dos de l'autre. Non, ça ne nous paraît pas tout à fait sérieux. Excusez-moi, mais quand on est marié, quand même je vais y arriver. Pardon. Non, mais... Quand on est marié, nos ovules nous appartiennent toujours et notre sperme nous appartient toujours, madame, me semble-t-il. C'est là, si je comprends on bien. On marie pas nos gamètes. Si je comprends bien, c'est là votre opinion, madame. Ah non, non, non. Ah non, c'est pas votre opinion. Non, c'est un bon, constat. parce que c'est un constat. L'opinion de la République française, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos de l'article 212. Mais c'est pas contraire au devoir d'assistance des époux. Que le projet de loi actuel envisage qu'un des membres du couple puisse tenir secret aussi quelque chose qui me semble concerne le couple, ça nous interpelle. Après que certains ne soient pas interpellés, j'entends. Mais je parle là du collectif des mères pour l'enfance. Ce que je veux dire, c'est que légalement, ça n'entre pas en contradiction avec ce qui est dit lorsqu'on se marie. Après, il y a un esprit de la loi, pour pas dire un esprit des lois, et plagier un auteur bien connu. Et il me semble bien qu'en tout cas, dans le mariage républicain, il y a bien une communauté de vie prévue, il y a bien tout de même ces échanges que je parlais tout à l'heure qui me paraissent nécessaires. Après, chacun les vit comme il veut, vous l'avez dit. Et puis enfin, je veux dire que le collectif des mères pour l'enfance a interpellé l'Association des mères de France. Parce que nous avons demandé une expertise juridique du projet de loi afin qu'on puisse nous faire part d'éventuellement toutes les conséquences que ce projet de loi va avoir sur l'état civil français. On ne peut pas demander aux maires d'être à nouveau des bons petits soldats qui signent sans réfléchir. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés et vous souhaite une très bonne journée. Nous, j'ai compris qu'on allait marcher. Marchons enfants. Ah, j'ai pas... Non, Albéric, il y a une question, Albéric Dumont, c'est que le ministère de l'Intérieur a annoncé 200 000 personnes attendues. Est-ce que ça paraît pas ignorant? Est-ce que vous pouvez avancer un petit peu? Je suis navrée. Voilà. Les pères. Voilà, aujourd'hui c'est une mobilisation d'ampleur qui est attendue, c'est une première manifestation, c'est le coup d'envoi de la mobilisation Marchons d'enfance contre la PMA sans père et la GPA. Il y a effectivement un gros dispositif qui est prévu puisque 1000 volontaires seront présents en encadrement du cortège, accueil, gestion de flux, sécurité, animation, etc. 125 cars sont en train d'être comptabilisés aux entrées de Paris et acheminés jusqu'à la place de départ ici devant le Sénat. Nous avons également 2 TGV spéciaux qui ont été affrétés par nos équipes en provenance du sud et du sud-ouest pour que les manifestants puissent rejoindre cette mobilisation de marchands d'enfants. Concernant les chiffres, le ministère a communiqué sur un premier chiffre qui lui convient de commenter. Aujourd'hui, nous ne sommes pas devins, la manifestation commence dans une demi-heure. Nous comptabiliserons les manifestants une fois qu'ils seront arrivés et nous donnerons le chiffre une fois que nous les aurons comptabilisés. Non, mais votre espoir, du coup, parce que vous devez avoir une idée par rapport au cas. Aujourd'hui, en tout cas, tant que les manifestants ne sont pas arrivés, je ne suis pas en mesure de les compter, donc de vous communiquer un chiffre précis. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est une manifestation d'avertissement, c'est le coup d'envoi de la mobilisation Marchons d'enfants. Si le gouvernement persiste dans cette attitude jusqu'au boutiste, eh bien, effectivement, il y aura d'autres actions qui seront menées, peut-être sous forme de mobilisation, de manifestation. C'est une mobilisation, en tout cas, qui s'inscrit dans la durée. Il y a un certain nombre d'élus de droite qui étaient présents en 2013. La plupart ne sont pas ici, ne sont pas présents. Vous avez l'impression d'être lâchés par les politiques? Alors écoutez, on n'a jamais attendu la classe politique pour se mobiliser. C'est la mobilisation de la société civile. Il y aura quand même un certain nombre d'élus qui seront présents aujourd'hui et qui viendront de tous bords. Vous aurez également des surprises de personnalités politiques qui ont participé, ou même de la majorité présidentielle. Donc voilà, aujourd'hui, cette mobilisation, c'est la mobilisation de la société civile, du monde associatif. Et les politiques, après, chargent à eux de l'instrumentaliser, de l'utiliser pour faire pression sur le gouvernement. Merci. Merci. C'est quoi les surprises? C'est joli. Moi, j'aime bien. Non, c'est pas surprise. Mais là, on me demande de faire une interview sur le thème justement de la paix. Ça fait des tours.
Ouais, là, ils sont là derrière. C'est pas ça pour un jour de l'automne. Mais bon, elle a pas l'air complètement fermée. J'essaierai de la choper demain. Non, même sans la crête, j'ai réussi à lui parler. Je vais m'en récolter.